La toile de Jouy, la vie en rose, est une pièce qui est vraiment exposée depuis sa création, qui a fait l'objet d'une acquisition de la part du musée de la piscine. Et c'est une pièce qui marche bien, et je crois qu'elle marche bien parce qu'elle est toujours d'actualité. Vous vous êtes approché. La toile de Jouy, c'est un motif qui existe quand même depuis à peu près le XVIIe siècle, qui a quand même une résonance surtout dans certains milieux aisés, vous voyez. Mais après, elle s'est vulgarisée, elle était redevenue à la mode, elle était vendue. Il y avait des toiles de Jouy, des motifs toiles de Jouy qui étaient vendus chez le roi Merlin, vous voyez. Ça s'est un peu démocratisé. Cependant, il ne faut pas confondre. Enfin bref, ça appartient, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce motif, enfin pour deux raisons. Parce que ça renvoyait à un certain groupe social aisé, d'une certaine classe dominante qui est agissante sur la pensée d'une société. Et aussi parce que c'est un motif dans lequel on va retrouver un certain nombre de scénettes. Et moi, ça m'intéressait d'y introduire Enfin, il me donnait la toile de fond pour introduire mes scénettes. Donc il a deux fonctions: de vous tromper sur la nature de ce que vous voyez. De loin, on y voit une petite toile cosy, voire limite. Tout le monde n'a pas envie de papier rose, parce que le rose dans la toile de Jouy est très très représenté. Et donc, si vous vous êtes approché, vous avez pu constater que j'ai remplacé les scènes pastorales, les scènes de bergers et bergères qui se confleurettent sous les arbres, par des scènes de violence policière. Donc, j'ai recherché des photographies d'archives qui couraient sur tout le XXe siècle, depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. J'ai essayé de prendre des images qui avaient quand même une certaine résonance, qui renvoyaient assez explicitement à la temporalité, même si on sait quand on redessine une photo, on lui enlève sa temporalité, son contexte. Et ça m'intéresse parce que du coup, grâce au dessin, je garde que le sens de l'image, à savoir la violence policière ici, et non pas le lieu, la date, le contexte. Et le papier peint, ça me sert aussi à ça. Ça inscrit une récurrence, ça se répète tout le temps, de la même manière. Et vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire qu'on n'a toujours pas trop évolué là-dessus. Et donc j'ai utilisé des images émanant de pays différents, mais où il y a les grandes grèves ouvrières qui ont été réprimées très violemment en Angleterre au début du XXe siècle, les suffragettes, vous savez tous ce que c'est, les suffragettes qui ont été pareilles, les manifestations. Toutes les manifestations que j'ai choisies étaient exclusivement à caractère pacifique, donc la violence policière ne se légitimait pas, en admettant qu'elle le soit. Mais ça, après tout, que vous, spectateurs, vous le sachiez ou pas, que ce soit des manifestations à caractère pacifique, au fond, c'est pas l'important. Moi, ce que j'interroge finalement, c'est pas la violence policière, c'est nous, la société des hommes. Pourquoi on a besoin, à un moment, d'avoir une force de l'ordre. Les termes sont importants, que les forces qu'on met en place, c'est pour rétablir l'ordre. Donc c'est les seules violences qui sont légitimées institutionnellement. Et on sait que parfois ça peut donner lieu à certains dérapages, etc. Mais n'empêche que c'est constitutif de notre système. Et en même temps, le papier peint, c'est décoratif. Donc je noie dans un objet de décoration des violences policière que j'estime en quelque sorte ordinaire et appartenant à l'humanité. Et ça montre son ambivalence. Oui, ça touche à un truc qui est plus diffus. On peut condamner unanimement les violences policières, on est déjà plus mal à l'aise, on ressent de la culpabilité, on n'a pas trop envie, alors que c'est pas ça l'idée non plus. Mais je disais ce matin à vos camarades de terminale, dans les années 90, moi, je passais mon diplôme aux Beaux-Arts et je travaillais déjà là-dessus. Je travaillais avec le secours populaire et il y avait un terme pour parler des personnes sans abri on disait le mobilier urbain, vous voyez. Bon.
Alors les termes, mais qui étaient utilisés par les journalistes, par les médias, puis on a fini quand même par se rendre compte que c'était super limite, quoi. Puis super limite, ça reste que du langage. Donc vous voyez, on est toujours comme ça, sur un espèce de niveau un peu, voilà, entre le politiquement correct, ce qu'on n'énonce pas n'existe pas, etc. Bon, en ce moment, c'est un peu tendu, donc il y a des... Voilà, il y a des choses qui éclatent, il y a des ras-le-bol réels, etc. Mais moi qui étudie ça depuis un bout de temps, ce qui a changé quand même, et vous allez voir, mon travail ça change aussi, c'est qu'avant, pour moi, j'avais une vraie distance, parce que je travaillais sur l'image, sur la représentation de la violence. Là, je sens que le climat, il est beaucoup plus proche de nous, quoi, et que c'est plus tout à fait que de l'image, quoi. Mais encore, je vis dans un confort correct, je ne me suis jamais fait agresser ni quoi que ce soit, je ne vis pas de violence du tout, hein, ni de problèmes particuliers. Mais c'est des achetés dans le commerce, quoi. Donc le motif était passé dans le motif textile pour s'habiller. Vous avez tous déjà vu des vêtements quand vous étiez tout jeune, vos parents vous achetaient des vêtements à motif de camouflage. Tant mieux. Bon, et ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais donc, ce motif puissamment guerrier n'a plus de sens, ne fait plus sens. Et moi, j'ai voulu lui rendre son sens. Vous arrivez à voir ce qu'il y a dans ce motif? C'est des corps, ouais. Des silhouettes. En fait, ce sont des silhouettes de soldats morts. J'utilise des images de nature différente, mais je procède en fait, pour ce travail-là en tout cas, dans mon travail, il faut toujours que je trouve le moyen d'être efficace, d'aller vite, etc. Et c'est là que les moyens plastiques interviennent. Moi, j'ai pas de médium privilégié, je travaille avec tout, ça me met toujours un peu en difficulté techniquement parce que je suis obligée d'apprendre de nouvelles techniques, etc. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, parce que je fais aussi des caissons lumineux, des crânes en dentelle, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je passe de la sérigraphie à la couture, je vous assure, c'est pas du tout la même technique, ça ne demande pas les mêmes compétences, mais ça j'aime bien. Et chaque moyen est adapté au sens. Là, quand j'utilise la broderie, ça c'est de la broderie mécanique, ça veut dire que c'est pas moi qui l'a fait, ça veut dire que j'ai mes dessins, je les scanne, je fais tout sur InDesign, j'envoie le fichier à la brodeuse, tout est traité par ordinateur, vectorisé, puis c'est envoyé à la machine qui brode mécaniquement. Et puis, pour créer le leurre, j'ai rajouté le tambour. Le tambour, on l'utilise que quand on brode à la main. Mais là, ça renvoie à l'ouvrage pour dames. Sauf que quand on est du côté de la technique, on n'est plus dans l'ouvrage pour dames. Donc il y a une espèce de double leurre comme ça, quoi. Donc ici, il y a un certain nombre quand même de signifiants qui sont aussi dus au tambour, à la technique, et pas uniquement à l'image. Parce que les dessins, ils existent tels quels. Ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et donc je vous disais, ouais, pour aller vite, je travaille avec des collages. Alors là, je suis allée chercher dans des magazines féminins pour avoir les corps. Et puis j'ai aussi cherché dans une autre littérature à laquelle j'étais moins habituée. J'ai dû solliciter quelques amis. Donc là, c'était des magazines de bondage. Je l'ai trouvé tel quel. J'ai ajouté un petit porte-manteau. Et ensuite, ajouter un petit tablier, et puis j'ai redessiné le tout. Et puis le dessin, ça me permet d'unifier. Voilà. Mais le collage, dès lors que j'ai les images, ça me demande du temps par contre de trouver les images de départ. Donc j'ai plein de documentation. Je fais des coupages très rapides, je les mets comme ça. Puis à un moment, ça va très vite. Et voilà quoi, c'est une technique en fait, hein, qui est assez, qui nous permet d'aller vite. Sauf qu'il faut avoir une manque d'image. Et puis, donc là ici, bien sûr, je suis repartie sur un terrain plus, patrimonial, puisque là, j'ai repris une image de la Vierge dans
une œuvre de Zut, une œuvre très connue d'œuvre religieuse, une Vierge à l'enfant, où j'ai conservé donc le haut avec l'auréole de la sainteté, parce que la femme, ou nonne, ou mariée. Bon, le choix est un peu réduit. Bien entendu, ces proverbes-là, ils sont plus ou moins anciens. Je suis remontée jusqu'au XIIe siècle. Enfin, je suis remontée là où j'en trouvais, quoi, en quelque sorte. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont... la femme nonne ou mariée, c'est un précepte, quoi. Là, il n'y est pas, mais j'ai la maternité sauvera la femme, c'est Saint Paul, XIIe siècle. Où l'enfant est l'encre de la mère, etc. Mais pour nous renvoyer, il y a une nécessité à un moment de donner la vie et c'est à la femme que ça incombe. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas enfin, oui, bien sûr, mais on peut faire d'autres trucs en même temps, en fait. Donc là, le buisson d'épines qui renvoie à la fois à l'expiation christique, puisque nous, enfin la chrétienté, en tout cas, c'est une religion de l'expiation. On a quand même crucifié Dieu, quoi. Enfin, allez le faire. Un linceul. Vous savez ce que c'est un linceul? C'est pour ouvrir la jambe. Voilà, le linceul, même littéralement, en fait, c'était le drap de lin dans lequel le mort était décédé dans son lit. Puis on prenait le drap dans lequel il était mort, et c'était en lin, on cousait, et puis du coup ça s'appelle un linceul. C'est utilisé dans certaines cultures, le linceul. Et donc celui-ci se recouvre de mouches, les mouches qui vont... celles qui sont à l'œuvre quand notre corps va redevenir... voilà, c'est le processus de putréfaction. Alors là, j'étais en résidence textile, donc je travaillais sur le médium textile, enfin j'avais cette obligation. Pareil pour les proverbes, c'est la même période, c'est des travaux conjoints. Que j'ai commencé en 2014, qui là sont encore en cours de réalisation, c'est vraiment un projet au long cours. Et donc, après avoir dessiné les mouches, je les ai scannées, réduits à la taille réelle. Je les ai envoyés dans une boîte pour les faire imprimer sur un voile de coton. Ça nous sert de modèle. Et puis après, j'invite les gens à venir m'aider à coudre les mouches. Alors, je leur demande de remplir les corps de mouches avec du fil de coton, un petit peu épais. Puis moi, je repasse derrière toutes les mouches, enfin ou presque, parce que vous avez vu, c'est pas systématique. Et donc je mets les ailes, les pattes avec un fil de nylon. Donc et puis normalement, l'idéal pour moi, ce serait qu'ils soient accrochés dans l'espace. Là, c'est la première fois qu'ils sont présentés, libérés de leur métier, parce qu'ils sont tendus sur des métiers à broder, que je peux transporter dans ma voiture parce que je me déplace avec. Je vais voir les gens qui m'aident à broder, etc. Maintenant, ils m'invitent chez eux. Alors, je prends mes 2 tréteaux, mes métiers à broder selon le nombre de participants. C'est eux qui organisent la rencontre. Alors, c'est sympa d'ailleurs parce qu'en général, ils me préparent un petit goûter ou un apéro ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça se finit toujours très très bien. J'ai vu que il y avait des mouches, comment dire, qui étaient comme devant et d'autres derrière. Ouais. Enfin, des mouches qui sont plus foncées que d'autres. Oui, ça c'est lié au fait qu'elles soient imprimées déjà. Et puis du coup, elles vont avoir une certaine grisaille comme ça. Et c'est vrai qu'il y a dans ce travail aussi, malgré tout, une réflexion sur perçu, réel, suggéré, trompe-l'œil. Parce que la mouche aussi, dans l'histoire de l'art, c'est un élément de dextérité. Où on voit très très tôt dans les fresques romaines une mouche qui est placée, qui va montrer qui en trompe l'œil. En même temps, la mouche, c'est un peu la mouche en potage, quoi. Voilà. Mais on retrouve dans toute l'histoire de l'art, très très régulièrement, si vous faites une recherche sur la mouche peinte, par exemple, sur la mouche trompe-l'œil, ça m'intéressait aussi. Ça, c'est le côté technique. J'aime bien quand même à un moment me frotter à la technique, des choses comme ça. Mais aussi, ce que j'aimais bien, ce que je m'apprêtais à vous dire, dans l'absolu, je voudrais qu'il soit suspendu dans l'espace, parce que ce qui se passe derrière aussi, qui est grouillant. Alors ça, je le fais, vous ne le ferez pas après. Vous voyez?
Et là, ça prend, c'est un petit peu plus, il y a un côté un peu grouillant comme les vers que ça va former, puisque le principe, pardon, moi je commence à être blindée, vous voyez. Tu l'as vu le film de Rose Anitsiki là. Comme quoi C'est comme le truc des... Et Michel Gignac et Béatrice Schulz pour leur invitation. C'est avec un extrême plaisir que je suis venue ici. J'ai passé aujourd'hui avec les élèves une journée extraordinaire. Tout le monde a été absolument extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de pris. Voilà.